C'est une opération qui s'appelle Chercheurs dans les classes, qui est organisée par, comme je le disais tout à l'heure, le ministère de l'Éducation nationale. Et cette opération a pour but d'inviter des chercheurs, des gens dont le métier est de faire de la recherche, dans les écoles, pour parler avec les jeunes, avec les profs, de ce qu'est le métier de la recherche. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur? Alors, aujourd'hui, on est venu vous voir avec Scientibus, et on a profité de cette visite pour faire une des visites dans les classes. Donc, moi, mon métier, c'est chercheur. Oui, je vous ai pas dit comment je m'appelle. Je m'appelle, voilà, j'ai un peu plus de 50 ans, je travaille à Limoges en tant et puis, on m'a dit, il fallait que tu viennes parler pendant un petit moment de ce qu'est ton métier, et puis après, discuter avec les gens qui ont envie de discuter. Alors moi je me suis dit, ouais, je veux bien parler du métier de chercheur, mais par quel bout je le prends, parce que c'est assez varié ce qu'on fait. Alors je me suis dit, tiens Fred, tu peux lancer le diaporama? Oui. Je me suis dit, bon, on va regarder sur Internet ce que c'est qu'un chercheur, comment sur Internet les gens voient un chercheur. Alors vous allez voir, j'ai tapé chercheur sur Internet et j'ai pris les premières images qui ont été proposées sur Google. Et voilà ce qu'on trouve. Alors un chercheur, c'est ça, vous voyez. Donc, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Hein. Alors d'abord, c'est que des bonhommes, ils sont vieux, ils ne sont pas peignés, ils font des machins qui ont l'air assez dangereux, ils ont l'air un peu évaporés, et la question c'est, est-ce qu'un chercheur, c'est vraiment ça, quoi? L'idée, je me suis dit, est-ce que, on va essayer de vérifier si un chercheur c'est ça ou si c'est quelqu'un. Eh bien, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, on va aller voir dans un laboratoire, dans un vrai laboratoire, ce que font des chercheurs. Alors, des laboratoires, il y en a un peu partout en France, mais on va aller pas loin. Alors, on est au Dora, on va aller dans des laboratoires qui sont juste à côté. Alors, mon diaporama, normalement, vous situez le Dora là où il est, hein, c'est-à-dire ici. Et le laboratoire dont je voulais vous parler, il n'est pas loin, il est à Limoges. Voilà. Donc, plus précisément, ce laboratoire, il est à l'ouest de Limoges, ici. Hein, vous êtes juste là, le Dora. Et si on zoome sur Limoges, il y a un endroit, ici, un campus, qu'on appelle la faculté des sciences, où les étudiants viennent pour le bac. Ils viennent poursuivre leurs études, mais sur le campus de la faculté des sciences, il y a donc des classes, des amphithéâtres, etc. Et puis il y a aussi des laboratoires. Et il y en a un, par exemple, ici, qui s'appelle XLIM. C'est un laboratoire que je connais bien, et puis les collègues qui sont ici le connaissent bien aussi, parce que c'est celui où je travaille. Voilà. Donc là, il y a des salles de classe pour les étudiants, et là, il y a un laboratoire où il y a des chercheurs. Donc, vous le voyez ici sur l'image, hein, il est là. Et puis là, on voit quelques images de matériel ou de chercheurs dans ce laboratoire. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps sur ce que fait ce labo, mais je vais vous en dire quand même deux mots. Tiens, tu passes à la diapo. Ce labo, c'est un assez gros laboratoire qui a une antenne à Poitiers, une antenne à Brive, mais la principale antenne, elle est à Limoges. Hein, donc c'est ici. Vas-y, Fred. Et non, on revient en arrière. Alors, ce laboratoire, il dépend de l'Université de Limoges et il est associé au CNRS. Alors, qu'est-ce que c'est que le CNRS? C'est ça veut dire Centre National de la Recherche Scientifique. C'est un organisme d'État qui s'occupe d'organiser la recherche publique en France. Les gens qui sont chercheurs travaillent pour une grande partie pour le CNRS. Fonctionnaires pour l'État. Alors, il n'y a pas que le CNRS, il y a par exemple dans le domaine de la médecine,
il y a un institut qui s'appelle l'INSERM, vous avez peut-être déjà entendu ça, l'Institut de la recherche médicale. Pour la recherche agronomique, il y a l'INRA, etc. Mais le CNRS, c'est probablement le plus gros institut qui gère la recherche. Alors la recherche sur quoi? Sur plein de sujets. Ça peut être sur l'histoire, ça peut être sur la société, la sociologie, ça peut être sur la chimie, ça peut être sur la géologie, etc. Et le laboratoire dans lequel on travaille, qui dépend du CNRS, eh bien lui, c'est un laboratoire plutôt de physique. Alors, tiens, Fred, passe à la diapo suivante. Alors c'est un gros laboratoire, vous voyez, il y a 450 personnes. C'est-à-dire, finalement, 2 fois plus qu'ici au Dora. Au Dora, vous êtes élèves compris, 200, 200 et quelques. Dans le laboratoire... Des maths pour, par exemple, des codes pour pouvoir communiquer avec des commerçants sur Internet de manière sécurisée, de manière à ce que les espions ne vous piquent pas votre numéro de carte bancaire, par exemple. Donc, il y a des gens qui travaillent sur les codes mathématiques. Il y a des gens qui travaillent sur des circuits électroniques, pour essayer de faire des circuits tout petits, qui vont aller dans nos téléphones portables, par exemple, ou bien qui vont être installés dans des satellites, au-dessus de nos têtes. On a des collègues qui font des circuits qui circulent au-dessus de nos têtes. Il y a des gens qui travaillent sur les ondes électromagnétiques. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, ce sont des ondes qui sont envoyées par des antennes ou par nos téléphones. Et par exemple, eh bien, il y a des gens qui vont essayer de faire des antennes très efficaces pour les faire toutes petites, ou bien d'autres qui vont essayer de savoir si les signaux envoyés par ces antennes, ils ne sont pas un peu dangereux pour notre cervelle, quand on téléphone. Est-ce que ces ondes électromagnétiques, elles sont dangereuses ou pas? Eh bien, il faut faire de la recherche pour essayer de comprendre ça. Il y a des gens qui vont travailler sur les tout petits composants électroniques. Puis il y a des gens qui vont travailler sur la lumière. Alors, il y a des gens aussi qui font du traitement d'images pour faire des images artificielles. Alors, sur ces 450 personnes, il y en a, on va dire, une cinquantaine qui s'intéressent à la lumière. Bon, et qu'est-ce qu'ils font? Alors, on passe à la diapo suivante. Eh bien, ils vont faire, par exemple, des petits cheveux en verre, qu'on appelle des fibres optiques, et qui permettent de transporter de la lumière d'un endroit à un autre, de l'autre côté de la Terre, cette lumière transportant de l'information. Quand vous faites de l'Internet, vous envoyez une photo à des amis qui sont, je sais pas moi, en Australie, par exemple, eh bien, l'information contenue dans cette photo, elle est codée sous forme de lumière, elle est envoyée dans ces cheveux en verre au microscopique pour l'aide de diagnostic médical. Alors là, ouais, ça fait froncer les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va regarder. Juste un mot, vas-y Fred. Voilà. On a dit ça. Est-ce qu'on peut décoder? Alors, l'endomicroscopie, qu'est-ce que c'est? C'est une technique pour aller voir à l'intérieur des gens. Alors ça existe depuis longtemps. Passer ça existe, c'est pour aller voir à l'intérieur des gens. Donc vous voyez, on prend un tuyau comme ça, on le rentre par tous les orifices que vous pouvez imaginer, puis on va regarder si c'est en bon état. Et voilà ce qu'on voit. Alors on voit finalement ce que notre œil verrait. Parce qu'au bout, il y a une caméra. Et on voit à peu près à l'échelle de notre œil. Donc on ne voit pas vraiment les détails. C'est déjà très technique, parce qu'il a fallu être capable de faire des caméras miniatures qui vont au bout de ces tuyaux et qui vont filmer dans nos intestins ou dans nos bronches. Et puis, il faut aussi ramener cette image et pouvoir l'afficher. Mais malgré tout ça, on sait le faire depuis longtemps. Enfin, depuis quelques dizaines d'années, on va dire. Simplement, il y a des problèmes qui se posent pour essayer de diagnostiquer les maladies le plus tôt possible. Par exemple, comment aller voir dans les tout petits canaux des poumons, dans les bronchioles. Donc là, il ne faut pas que l'objet qu'on fait rentrer soit gros, sinon il ne passerait pas. Donc il faut quelque chose de très très fin. Et puis, il ne faut pas aller voir ce que voit l'œil, il faut aller voir ce que verrait un microscope. Donc il faut aller voir à l'échelle de la cellule à l'intérieur du poumon. Alors, ce qu'on fait d'habitude, quand on veut voir s'il y a des cellules malades, on fait un prélèvement
avec des pinces, hein, ça s'appelle une biopsie, on le sort du corps humain, on l'amène sous un microscope et on regarde au microscope. Mais bon, la biopsie, ça fait mal, ça blesse un peu, voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est pouvoir aller voir la même chose sans prendre de morceaux pour le sortir. Et ça, eh ben, nous, on essaye d'inventer des microscopes qu'on peut rentrer dans le corps humain. Et puis, là, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit quand on éclaire avec de la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière envoyée par une lampe normale. Mais si on envoie de la lumière très très intense, et pour ça il faut des lasers, eh bien, les tissus, ils envoient de la lumière d'une autre couleur. On appelle ça de la fluorescence. Si vous êtes rentré dans Scientibus, on vous a montré des choses fluorescentes. Hein, t'as vu ça? Bien, les tissus humains, ils peuvent être fluorescents. Et suivant la manière dont ils sont fluorescents, eh bien, on peut savoir s'ils sont en bonne santé ou malades. En particulier le collagène. Alors le collagène, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu, il y a des crèmes au collagène, hein, c'est pour se rendre la peau toute souple. Hein. Quand on est jeune, on a la peau souple grâce au collagène. Et puis quand on est tout vieux, on a la peau qui ressemble à un parchemin parce qu'il n'y a plus de collagène. Hein. Ben, le collagène, quand il est en bonne santé, il est fluorescent d'une certaine manière. Et puis quand il est en mauvaise santé, il est fluorescent d'une autre manière. Donc, est-ce qu'on est capable de rendre le collagène fluorescent à l'intérieur du corps humain? Eh ben, ça, c'est pas facile. Et puis il y a d'autres problèmes qui se posent. Ben ça, tout ce que je viens de vous raconter là, on ne sait pas bien faire. Allez voir à l'échelle de la cellule, allez voir des effets spéciaux, on ne sait pas bien faire. Eh bien ça justifie de la recherche, c'est-à-dire comment faire pour trouver des moyens, qu'on ne connaît pas encore, pour résoudre ces problèmes-là. Et à quoi ça sert? Eh bien ça sert à diagnostiquer des maladies le plus tôt possible. L'exemple typique, c'est le cancer du poumon. Le cancer du poumon, il est grave, mais il est surtout grave parce qu'on le diagnostique tard. Et on le diagnostique souvent trop tard. Alors l'idéal, ça serait de le diagnostiquer, le trouver, dès qu'il commence à apparaître. Et pour ça, il faut mettre en jeu ces techniques, qui, aujourd'hui, ne sont pas encore bien au point. Donc dans les laboratoires, avec le soutien du CNRS, qui travaillent, ben, c'est des chercheurs. Alors, à quoi ça ressemble un chercheur? Ben, pas au type que je vous ai montré sur la première diapo, hein. Ils ne sont pas comme ça. Pour savoir à quoi ressemblent les chercheurs, ben, on va aller au labo. Et donc, le labo qui travaille chez nous sur les problèmes dont j'ai essayé de vous parler il y a un instant, eh bien, il est donc à Limoges, hein, eh bien, il est, attention, il est là. Et là, on a une bande de jeunes chercheurs qui sont en fait des gens qui étaient étudiants il n'y a pas très longtemps, hein, qui ont passé leur baccalauréat il y a quelques années, qui ont fait quelques études à la faculté des sciences, un petit peu, et puis qui sont maintenant dans les laboratoires, on dit que c'est des doctorants, et ils travaillent avec nous pour développer ces dispositifs à fibre optique pour l'endomicroscopie. Alors, parmi ces jeunes, je vous présente sur la droite Guillaume. Guillaume, tu nous fais bonjour. Salut. Voilà. Alors Guillaume, c'est un jeune chercheur, il n'est pas encore chercheur professionnel, mais il le sera peut-être un jour. Et ce qui serait bien, c'est que Guillaume nous raconte un petit peu ce qu'il fait, et puis nous fasse visiter un petit peu l'endroit où il travaille. Alors, tant qu'on a Guillaume, voilà, qui est devant, juste à côté c'est Jérémy, qui est le petit jeune de l'équipe, qui vient juste de rentrer, de nous rejoindre. À côté, là, c'est Tigran, qui est un chercheur arménien, hein, qui vient de Yerevan, en Arménie. Voilà. Et là, c'est Jérôme Desroches qui vous dira, lui, ce qu'il fait. Alors lui, c'est un chercheur un peu plus confirmé, c'est-à-dire qu'il a fait un doctorat avec nous, et puis maintenant, eh bien, comme il a inventé un dispositif qui a l'air de pas trop mal marcher, eh bien, il essaie maintenant de faire un prototype pour, plus tard, créer une entreprise et des nouvelles choses pour les vendre. Donc, on revient à Guillaume. Donc, Guillaume, qui est au laboratoire depuis 1 an, et tu peux nous dire 2 mots sur ce que tu... Ah, ça fait un peu plus. Oui, c'est ça, hein. Ça fait presque 2. Hein. Presque deux. Donc oui, c'est quelqu'un de bien aguerri. Donc, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel âge tu as? 22 ans, 23 ans? 24. Bon, ça rajeunit un peu. Est-ce que tu
peux nous dire deux mots sur ce sur quoi tu travailles et puis nous montrer par exemple un microscope et puis ton système. On va commencer par le microscope. Alors ici, on fait, comme Dominique a pu vous le dire, on développe des outils d'imagerie. Alors, on va commencer par ce qui est vendu commercialement. Alors, on peut voir ici un microscope avec sur l'écran une image qui est faite actuellement sur le microscope. C'est des fibres de collagène qui sont imagées. Alors, un microscope, comme vous pouvez le voir, c'est assez gros. Alors, nous, ce que j'essaye de faire, c'est de faire la même chose, mais en beaucoup plus petit, pour aller imager directement dans le corps humain, mais en utilisant d'autres types d'imagerie, tels que ce que Dominique a dû sûrement vous évoquer, tels que la fluorescence. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai effectué au labo, c'était développer ceci. Alors, ceci, c'est un microscope. Oui. Ouais, en fait, je le tiens à la main, donc c'est pas très pratique. Servante, s'il te plaît. Attendez, je vais le reposer. Ça sera plus simple comme ça. Au passage, vous voyez un petit peu l'environnement du laboratoire. Hein. Il y a beaucoup de matériel, du matériel qui est relativement cher. Hein. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est un autre type de microscope. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est un peu différent, c'est que précédemment, ce qu'on avait sur le microscope que j'ai pu vous montrer pile avant, c'était on avait une lampe qui nous éclairait l'échantillon qu'on veut imager. Là, c'est différent. On utilise une petite fibre optique. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. C'est ce petit fil-là. Vous la voyez? Avec le petit bout de papier dessus. Alors ça rentre facilement dans le corps humain, vous voyez, parce que ça fait 1 millimètre de diamètre. Par contre, vous voyez, l'objet qui va servir à faire l'image au bout, c'est ce gros machin-là. Ça va pas le faire. Hein. Alors, il faut inventer un dispositif pour faire les images qui soit suffisamment petit pour être de cet ordre de grandeur-là. Donc ça, c'est un des travaux que mène Guillaume. Tiens, Guillaume. Je vous montre un laser. Alors. Les lasers, ce sont des sources de lumière qui permettent d'aller éclairer à travers les fibres optiques qu'on a. Je vais reprendre l'ordinateur à la main, c'est plus simple. Alors Tigran va vous ouvrir le laser. Et là, normalement, vous arrivez à avoir un laser. C'est joli. Hein. Enfin, l'intérieur du laser. Voilà, alors cet objet-là, il sert à envoyer de la lumière dans les fibres optiques pour aller éclairer donc avec notre micro-endoscope. Quand on veut faire de la fluorescence, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il faut envoyer de la lumière très intense. Et si on envoie de la lumière très intense et que ça dure longtemps, comme la lumière c'est de l'énergie, eh bien on va faire chauffer le tissu, le poumon ou je sais pas quoi, et on va le faire cuire finalement. Et le but c'est pas de le faire cuire. Donc la seule solution pour avoir cette lumière très intense, c'est de l'envoyer pendant pas longtemps. Et pas longtemps, c'est quelques femtosecondes, c'est-à-dire quelques milliardièmes de millionièmes de seconde. Eh bien, ce type de laser-là, c'est capable d'envoyer des flashs lumineux qui durent aussi peu que 1 millionième de milliardième de seconde. Et un des problèmes qui se pose, c'est que quand la lumière elle arrive à l'autre bout, eh ben, elle dure beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est problématique. Alors il faut trouver des solutions pour qu'elle reste toujours aussi brève. Eh ben, c'est le genre de question qui a été posée à Guillaume. On a dit à Guillaume, trouve une solution pour que les impulsions qui sont très courtes au début, eh ben, elles durent aussi peu à la fin. Et ça a été le sujet de son travail pendant longtemps. Vous voyez ? Et il utilise pour ça des gros lasers comme ceci, qui coûtent très cher. Hein. Ce sont des objets qui coûtent quelque chose comme, combien ? 100 000 euros. Voilà, ça c'est le type de matériel qu'on utilise dans les laboratoires. Oui. Tiens Guillaume, tu nous as voir chez Attendez. Jérôme. Je sors de là. Alors on va y aller tout doucement. Alors. Voilà, donc vas-y doucement. Voilà, donc là on est dans le laboratoire, vous voyez, on a des grandes tables, et puis on a notre matériel sur les tables pour faire nos expériences, pour à la fin bien obtenir la définition. Et Jérôme qu'on voit là, qui est l'homme avec le t-shirt noir, eh bien lui,
il a trouvé le moyen de faire un scanner de toute petite taille. Et il développe actuellement ce scanner, et il a aussi... on va le laisser parler. Hein. Oui, Dominique. Salut. Oui, on t'entend bien. Tu nous dis 2 mots sur ce que tu fais? 2 mots sur ce que je fais. Alors déjà, je vais... Sur qui je suis aussi, ouais. Donc moi je suis Jérôme Desroches, donc j'ai 28 ans. Donc tout comme Guillaume, j'ai réalisé ma thèse au laboratoire il y a maintenant quelques années, puisque j'ai soutenu donc il y a 2 ans. Et depuis, donc j'occupe un poste d'ingénieur de recherche au CNRS, où en fait je valorise mes travaux de thèse en développant, en créant une entreprise dont le but va être de développer des outils de diagnostic de pathologies cancéreuses. Donc en fait, moi, ce que je fais au laboratoire aujourd'hui, c'est j'intègre tout ce que j'ai fait pendant ma thèse, donc tous mes composants, je les intègre dans un boîtier comme celui-ci. Et ce boîtier, ce dispositif, utilise donc des fibres optiques, des lasers, pour aller imager en fait le corps humain, mais à l'intérieur. Donc comme Dominique a dû vous le présenter. J'ai par exemple ici, donc en extrémité, une fibre optique. Je ne sais pas si vous la voyez. On la voit, voilà. Oui, on la voit. Donc par laquelle sort le faisceau laser et va venir donc sonder les tissus à l'intérieur du corps humain. Voilà. Donc moi, mon projet, c'est de créer mon entreprise et donc de développer mon activité en restant donc dans la région sur Limoges. Voilà. Donc à la limite, je tenais à vous dire aussi que pendant ce poste d'ingénieur de recherche, j'ai pu aussi voir de nouvelles disciplines autres que scientifiques. Donc j'ai pu participer à des formations à HEC notamment, donc une école de commerce que vous connaissez peut-être. Donc j'ai pu enrichir mes connaissances au niveau marketing, commercial. Donc on ne fait pas que du scientifique non plus. Il y a des alternatives, donc des postes qui nous permettent de voir plusieurs disciplines. Voilà. Donc moi, voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas, Dominique, si tu as des questions. Ça va venir tout à l'heure. Jérôme, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est au-delà de la phase de recherche dans les laboratoires. Lui, il essaie d'exploiter des résultats qu'il a trouvés. Hein. Et alors, on va finir avec Jérémy et Tigrane, mais ces jeunes gens-là, bon, ils font de la recherche au laboratoire, c'est la principale activité qu'on a. Mais il n'y a pas que ça. Dans les activités, il y a aussi raconter à l'extérieur ce qu'on fait. Aller présenter les résultats dans les conférences. Par exemple, Guillaume, qu'on a vu tout à l'heure, et bien au mois de février, il va aller faire un tour à San Francisco pour aller raconter dans une conférence internationale les résultats qu'il a obtenus dans le laboratoire de Limoges. Hein, pour que tout le monde sache où on en est, et puis que lui profite aussi des découvertes des autres chercheurs dans le monde entier. Voilà. Et on va aller faire un petit tour chez Jérémy, qui est lui le petit jeune de notre bande. Qui a donc 22 ans, comme il le disait tout à l'heure, voilà, et qui travaille sur une autre expérience là-bas. Jérôme est un Creusois d'origine. Jérémy est... Vous voyez, tous les gens qui sont là, c'est pas toujours le cas, ce sont des régionaux, hein, ce sont des gens du coin. Donc ça peut être vous dans quelques années, hein, on vous attend. Il suffit pour ça de s'intéresser à la science, de faire quelques années d'études après pour devenir un petit peu spécialiste, et puis après, voilà, rejoindre et puis trouver un métier à la suite de cette recherche. Donc Jérémy, 22 ans, notre équipe. Tu m'entends bien, Dominique, c'est bon? Là c'est bon, c'est mieux. Ok, donc bonjour à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans. Je suis originaire donc de Brive en Corrèze. Et donc après mon collège et mon lycée, j'ai fait donc un bac qui était plus orienté vers l'électronique et les techniques de l'ingénieur. Et après ce bac, en fait, j'ai fait 5 années en faculté, pendant lesquelles j'ai pu découvrir en fait divers domaines de la physique, bon un peu plus loin comme l'électronique et l'optique et la photonique,
pour laquelle progressivement je me suis passionné, je me suis beaucoup intéressé dans ce domaine, et au final, après mes 5 années en faculté, j'ai commencé ma première année de doctorat sur laquelle je me suis engagé sur un sujet portant sur le développement d'une nouvelle technique d'imagerie, comme on a pu vous montrer tout à l'heure sur ce montage là-bas, par voie optique, donc par fibre optique. Donc là, ce que je peux vous faire voir, je vais essayer de pas trop bouger une fois que ça sera cadré. Voilà, donc ça par exemple, c'est un exemple de montage optique sur lequel je suis. Donc ici, on peut voir des fibres optiques ici posées sur la table. On peut voir d'autres appareils comme sur le côté ici. Je vais essayer de la montrer. Ici, c'est une soudeuse donc à fibres, donc pour relier en fait des fibres optiques ensemble. On a des appareils aussi comme cela qui permettent de mesurer la puissance de faisceaux lumineux en fonction de leur couleur. Et puis on a aussi, par exemple, des modules d'injection pour injecter la lumière dans des fibres optiques et divers autres composants optiques comme on peut voir là-bas. Voilà. Donc À peu près dans l'environnement travaillent les gens, ça c'est l'essentiel de la recherche, mais derrière ça, comme je vous le disais, il y a la communication, hein, il y a aussi la recherche de crédit, hein. Quand on est plus âgé comme moi, on passe moins de temps dans le laboratoire, on passe plus de temps à rechercher des moyens, de l'argent, pour équiper les manips, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et tout ça réuni avec le soutien des ingénieurs, des techniciens, de tous les personnels, des secrétaires qui nous aident aussi, eh bien, on essaye de faire progresser la science, soit d'inventer des nouveaux produits, soit de comprendre des phénomènes pas bien compris, etc. Et vous voyez que les chercheurs que vous avez rencontrés là, ne ressemblent pas tellement aux illuminés que je vous ai montrés sur la première diapo. Ceux qui sont arrivés après, vous ne les avez pas vus, mais c'était complètement des évaporés. Ce ne sont pas des évaporés, ce sont juste des jeunes qui sont intéressés par la science. Voilà. Donc, l'idée, c'est de discuter un peu ensemble si vous le souhaitez. Donc, nous, on vous a fait une petite présentation de ce sur quoi on travaille, les différents aspects de notre métier très très vite. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment. Les gars qui sont à Limoges sont prêts à vous répondre. Puis nous aussi, ici, si les questions s'adressent à nous. Et alors, toutes les questions sont ouvertes. Est-ce que vous avez des questions? La plus dure, c'est toujours la première. Ouais. Comment on fabrique la fibre optique? Comment on fabrique la fibre optique? Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez technologique. Les fibres optiques, elles ont été inventées, les premières qui marchaient bien en 1960, il y a 50 ans. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Hein. Alors en fait, on prend un tube en verre de très très bonne qualité, et puis à l'intérieur, alors ça c'est la fibre optique. Mais pour la fabriquer, on prend un barreau, enfin, pardon, un tube, comme ça, gros, et puis on met à l'intérieur ce qu'on appelle de la silice, avec quelques autres atomes, pour remplir ce barreau, et une fois qu'il est fini, on l'amène en haut d'une tour qui mesure 15 mètres de haut. On a une tour comme ça à Limoges, il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a 3 ou 4, mais nous on en a une. Donc cette tour, elle fait 12-15 mètres de haut. On met le barreau vertical dans un four. Le four, il monte la température à 1800 degrés. Là, on n'y met pas les doigts. Hein. C'est super chaud. La silice, puisque c'est de la silice, elle fond. Elle coule comme si vous tiriez sur un chewing-gum. Et puis, au bout de la goutte qui tombe, eh bien, il y a un petit fil, comme de la bave d'escargot, mais c'est de la silice. Et ce petit fil, eh bien, c'est une fibre optique. Alors, on tire dessus, et puis on l'enroule en bas, sur un tambour, en faisant descendre la préforme dans le four pour amener de la silice tout le temps. Et puis on met autour un plastique pour faire progresser, pour en inventer des nouvelles, qui seront efficaces dans nos applications. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des chercheurs à Limoges, pas très loin de chez vous, dans vos familles, dans votre entourage, voilà, il y avait pas de... Non ? Si, mais au Québec. Alors, quand on fait des études à la faculté, c'est-à-dire un peu après le bac, alors pour vous c'est loin le bac, hein, mais en fait c'est pas si loin que ça. Hein, quand on est comme ça en 5e, 4e, qu'on dit le bac, non, c'est bien loin. Et vous savez, quelqu'un qui est au CE1 aujourd'hui, il dit oh, la 4e c'est bien loin. Puis vous voyez, on y arrive sans souci. Donc après le bac, il y a quelques années d'études, mais ces métiers-là,
de la recherche, il donne lieu aussi à des débouchés dans l'industrie. Dans les entreprises de technologie, eh bien, il y a des chercheurs aussi qui travaillent pour inventer, comme nous on essaie de le faire, des nouveaux dispositifs, des nouveaux produits chimiques, etc. Donc, quand on est intéressé par la science, aujourd'hui dans notre pays, il y a du travail pour les gens qui vont dans ces filières-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout ce qui est relativement connu, c'est fabriqué dans des pays qui sont concurrents, qui sont la Chine, qui sont la Corée, etc., et qui sont fabriqués à pas cher. Ce qui veut dire qu'en France, ces produits-là, on ne les fabrique plus, et puis ça crée des fermetures d'entreprises, ça crée du chômage. Faire disparaître la pollution? Bien sûr, ça c'est une super bonne question. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Voilà, la semaine prochaine, on fera une conférence avec un autre chercheur qui justement travaille sur l'énergie photovoltaïque. Vous avez entendu parler de ça. Sur l'énergie du soleil, il a récupéré, et là il n'y a plus de pollution. On a un autre qui travaillera sur les piles à combustible. C'est une autre manière d'utiliser l'énergie, de ne pas la gaspiller. Ben oui, on a de l'énergie nucléaire en France, on est vachement content parce que comme ça on a de l'électricité en quantité, simplement ça produit des déchets, puis aujourd'hui les déchets nucléaires on ne sait pas les éliminer, donc il faut qu'il y ait des chercheurs qui essaient de trouver des solutions pour évacuer ces déchets s'il y a des solutions, on ne sait même pas, certaines fois on cherche sans trop savoir s'il y a des solutions au problème. Mais voilà, tu as raison, lutter contre la pollution, c'est des sujets de recherche, trouver des nouveaux médicaments, bien sûr, diagnostiquer les maladies de bonheur. Quand vous faites de l'Internet, vous n'avez pas envie que ça rame, vous avez envie, quand vous téléchargez une chanson, vous ne voulez pas que ça mette 3 jours. Mais pour télécharger rapidement, il a fallu qu'il y ait des gens qui trouvent des techniques, des guides, de l'électronique, etc., efficaces. Vous voyez, il y a plein de sujets. Et nous on est physiciens, donc on parle plutôt de la physique, mais il y a des sujets dans tous les domaines. Alors la vie des chercheurs, c'est une vie qui est vachement agréable. Regardez, moi je suis chercheur, ça fait 25 ans que je fais ça. Il y a 25 ans, j'étais à leur place à eux là. Puis bon, les cheveux ont blanchi, donc les années ont passé. Ouais. Mais c'est un métier qui est très agréable parce que on choisit un peu les sujets sur lesquels on va travailler. On choisit presque les collègues avec qui on travaille. On a envie d'aller faire du scientibus. Et de temps en temps, allez, on abandonne le labo et on va faire qu'on appelle la diffusion de la culture scientifique. Mais en fait, voilà, on vient s'amuser avec Scientibus, on vient discuter de notre métier. On est libre on est presque libre de ses horaires aussi, parce que quand on fait de la recherche, on ne fait pas ça de 8h du matin à 4h de l'après-midi. Des fois, on a des idées tard le soir, ou des fois, on n'en a pas d'ailleurs. Et puis, des fois, donc voilà. Il n'y a pas vraiment d'horaire. On peut s'organiser un peu comme on veut, et c'est une très grande liberté. Donc ça, dans ces métiers, il n'y a pas beaucoup de métiers où on est aussi libre que ça. Pardon, tu peux nous dire? Je trouve que ce métier, c'est plus pour garçons que pour filles. Pourquoi? Et pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est le côté bricolage. Alors, ça c'est une super bonne remarque. Alors là, cette idée-là, que tout le monde a, alors là, t'es pas la seule, il faut lui tordre le cou. Il faut lui tordre le cou. Les filles sont super balèzes en recherche, parfois plus que les garçons, parce qu'elles sont peut-être plus organisées, alors elles sont aussi intelligentes, là-dessus il n'y a aucun doute, mais elles ont une façon de travailler qui est peut-être plus organisée, qui est peut-être un peu moins pagailleuse, et les filles qui font de la recherche ont des super résultats, ça se passe vachement bien pour elles. Alors, si vous êtes des filles, et si c'est des voies dans lesquelles vous dites « Ah, je pourrais peut-être aller voir », n'hésitez pas, il y a de la place pour vous. Alors, nous, on avait 4 gars là, mais on a quelques filles dans le labo, il n'y en a pas assez. Mais il y a vraiment de la place pour vous. Il aurait dû y avoir une fille, une jeune femme, et malheureusement elle n'a pas pu venir. Et il se trouve qu'en fait elle a eu un prix en tant que chercheuse. Elle a eu le prix L'Oréal, c'est-à-dire que L'Oréal, vous connaissez? L'Oréal, c'est... Vous connaissez? C'est une entreprise qui commercialise des produits cosmétiques notamment.
Et donc, cette entreprise a besoin qu'il y ait de la recherche pour trouver des nouvelles crèmes, D'accord. Ok. Ouais, t'as une question? Il est fait en quoi le tuyau? Où est-ce qu'il y a la fibre optique? C'est du verre. En fait, c'est du verre. C'est comme les verres que tu te sers pour boire de l'eau. Mais comme a dit Dominique, en fait, on le chauffe et en fait, ça peut être étonnant, mais il devient liquide.